original. Et l'inventeur, il est africain. Il est africain, c'est Georges Bicot, que D'accord. j'aimerais qu'on applaudisse vraiment, vraiment fort. Parce que c'est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle en Afrique. Et il est Et merci à M. Bicot Georges. Parce que M. Bicot a développé lui-même son outil et M. Bicot a mis le doigt sur un problème qui est très sérieux, les services liés aux nouvelles technologies. Il y a une manne financière à avoir, à gagner. Tous les opérateurs se lancent dans des services nouveaux sans penser vraiment à la sécurité. en Afrique et il fait partie de l'un des grands, disons, ingénieurs en sécurité informatique. Il est vraiment, c'est un malade dans le domaine, c'est un fou dans le domaine. On le reconnaît même à l'extérieur. Hello, Bicot George. I'm Alex and I'm interested in your training course. Bicot George. Hey Bicot George, my name's John and I'm from Russia. I work in a bank here and our system just got hacked. Hello Bicot George, this is Ekaterina, one of your students from Russia. Et c'est Georges Bicot, Dieu merci qu'il appartient à l'Afrique et il aimerait vraiment... Dites-moi, pour revenir à la certification, vous dites posséder une certification internationale, c'est pour dire que vous pouvez pénétrer tous les sols aussi bien africains qu'occidentaux. Ok, bien sûr. En fait, je suis multi-certifié. J'ai une certification CEH, qui veut dire Certified Ethical Hacker. J'ai une certification CHFI, Computer Hacking and Forensic Investigator. J'ai également une certification CCNA, Cisco Certified Network Associate, une certification Pro Plus Security, ainsi qu'une certification Computer Security Plus. Tout ça veut simplement dire en français que vous pouvez travailler partout. Exactement, exactement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je suis à l'aise dans presque tous les secteurs d'activité, que ce soit les banques, que ce soit les entreprises de télécommunications, que ce soit... Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence. Il s'agit en fait de notre première conférence de l'année, comment retrouver un ordinateur volé. Je suis Monsieur Georges Bicot et je serai donc votre orateur tout au long de cette conférence. Alors, pour résumer ce que nous allons faire tout au long de cette conférence, nous allons commencer par présenter Emantic pour ceux qui nous découvrent pour la première fois. Après quoi, nous allons directement aller au niveau du cours. Et à la fin du cours, nous allons donc également présenter les différentes promotions pour ceux qui en ont demandé. Et après cela, nous allons donc mettre fin à la conférence. Sans toutefois, tarder, nous allons donc démarrer. Bien, pour ceux qui viennent de nous découvrir, ici je représente en fait l'association Emantic. Emantic est une association dont le but est d'augmenter le taux d'employabilité des informaticiens. Donc, nous savons aujourd'hui que les personnes qui atteignent les cours ou encore qui vont à l'école aujourd'hui dans le domaine informatique ont pour souci majeur en fait, le fait de trouver un emploi après leur formation. Donc, ceci est un problème en fait que Emantic a décelé il y a de cela 6 à 7 ans. Après que nous avons donc mis en place cette association qui regroupe en fait des volontaires certifiés, des experts dans différents domaines qui se réunissent donc pour former des jeunes informaticiens que vous êtes, afin donc de pouvoir leur permettre d'obtenir en fait ces certifications internationales. Donc voilà donc pourquoi Emantic est une association panafricaine ayant donc pour objectif d'augmenter le taux d'employabilité des jeunes informaticiens en Afrique via des bourses de formation gratuitement offertes, débouchant sur ou encore à des certifications internationales. Alors, pour certaines personnes se posent souvent la question de savoir quelle est la relation entre le but de Emantic et la certification internationale. Oui, vous dites vouloir aider les jeunes à avoir ou encore obtenir très facilement de l'emploi, et l'accent que vous mettez en fait, vous mettez l'accent sur la certification internationale.
Pourquoi vous ne faites pas comme les autres où vous publiez tout simplement, voilà, par exemple, des annonces d'emploi et vous cherchez à aider les Africains, en fait, pour leur permettre, en fait, de pouvoir souscrire en fait, à ces annonces-là en leur disant comment rédiger des CV, des choses comme ça. En fait, on ne fait pas dans cela. On ne fait pas dans les annonces d'emploi ou quoi que ce soit. Emantic fait dans le pragmatisme. En fait, la relation qu'il y a entre la certification internationale et l'emploi est très simple. La certification internationale en informatique aujourd'hui est le seul et unique diplôme qui garantit automatiquement un emploi après votre formation. Voilà pourquoi la certification internationale est la formation la plus chère en informatique aujourd'hui. Ok? Les prix des certifications internationales, en fait, varient entre 1,5 million et 5 millions, voire même plus pour certaines certifications internationales. En fait, outre le fait que la certification internationale garantit l'emploi après votre formation, vous avez également le fait que les entreprises qui recrutent les certifiés informatiques sont subventionnées. Alors, il y a plusieurs détails derrière ça, mais je voudrais juste en fait vous donner les grandes lignes. Et voilà donc pourquoi vous ne verrez aucun certifié international au chômage, que ce soit dans votre entourage, que ce soit dans les entourages de vos amis. Donc, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, dans quel pays, de quel pays vous êtes, etc. Mais je sais que vous avez énormément de chômeurs diplômés, c'est-à-dire des chômeurs qui ont des masters, des licences, BTS, etc. Mais dans votre entourage, vous n'avez aucun chômeur certifié. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi est-ce que j'ai autant de chômeurs diplômés dans mon entourage, mais je n'ai aucun certifié au chômage dans mon entourage? Ok? C'est tout simplement parce que la certification internationale garantit à coup sûr un emploi. Donc les entreprises, en fait, courent derrière les certifiés informatiques à cause des avantages qu'il y a pour une entreprise à recruter un certifié informatique. Le premier, c'est la subvention. Le deuxième, ce sont les réductions au niveau des budgets. Donc, disons par exemple que quelqu'un a mis sur place une entreprise et il y a un service qui s'occupe dans cette entreprise-là de payer les équipements tels que les équipements de réseau informatique, Cisco, Microsoft, etc. Donc, celui qui gère le budget, s'il veut aller acheter en fait des équipements Cisco, il doit avoir des certifiés dans son entreprise. Sinon, Cisco ne lui vend pas ses équipements. Et s'il n'a pas ces équipements, il ne pourra pas être compétitif. Il y a même des gouvernements aujourd'hui en Afrique qui aujourd'hui demandent la certification internationale pour leur garantir l'emploi automatiquement à la fonction publique. Il s'agit du Ghana, il s'agit de la Côte d'Ivoire. S'il y a des Ivoiriens ici, vous pouvez, me dire si je me trompe, mais je sais pour sûr qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la fonction publique exige maintenant de l'informaticien qui soit certifié afin de leur garantir automatiquement un emploi dans un poste bien précis de la fonction publique. Et vous allez voir en fait dans la quasi-totalité des entreprises, en fait, il existe également des lois telles que celle-là. Et concernant la télécommunication, par exemple, aucune entreprise de télécommunication ne peut avoir une licence en télécommunication s'il n'a pas d'informaticien certifié. Donc, vous voyez en fait que la recherche d'informaticiens certifiés est devenue en fait, c'est un peu comme si c'est un peu comme si les entreprises cherchaient de l'or. Malheureusement, il y a moins de certifiés informatiques en Afrique qu'il y en a des postes disponibles. Donc, voilà pourquoi vous voyez que vous n'allez jamais voir un informaticien doté d'une certification internationale dans votre entourage qui soit là en train de chercher de l'emploi, bien qu'il soit au chômage. Donc voilà en fait l'avantage majeur d'être certifié international en informatique aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que les certifications internationales coûtent énormément cher. Les certifications internationales coûtent énormément cher. Ok? Donc, si vous tapez sur Internet maintenant, vous tapez prix formation Cisco CCNA, vous allez voir que le prix avoisine en fait les 3 000 à 5 000 euros, donc soit 3 millions de francs CFA.
Vous tapez la même chose pour CEH, ça varie dans les 5 000 euros, dans les 3 millions 5. Vous allez, n'importe quelle certification internationale, on parle des millions en cours de formation. OK? Au niveau des examens internationaux, on parle des centaines de mille. OK? Donc, ce qui veut dire que si tu veux, par exemple, être certifié CEH aujourd'hui, tu vas d'abord payer, en fait, entre 1,5 million et 3 millions, dépendant du centre de formation dans lequel tu vas te former. Et ça, ce n'est que le coût de la formation. Après ta formation, tu dois bien évidemment passer un examen international. L'examen international du CEH actuellement coûte dans les 450 000 francs CFA. Donc, ça avoisine les 450 000 francs CFA, l'examen international seulement. Donc, vous voyez en fait à quel point ces certifications internationales sont énormément chères. Et donc, voilà pourquoi c'est un peu devenu un peu en fait comme de l'or en informatique aujourd'hui. Parce qu'on sait que si tu es certifié en informatique aujourd'hui, tu n'as plus de problème de carrière. Tu n'as plus de problème d'emploi. Tu n'as plus de problème de te demander comment est-ce que je vais nourrir ma famille plus tard ou quoi que ce soit. Donc, voilà même pourquoi moi, mes propres enfants ne vont jamais aller à l'université. Ils n'iront jamais à l'université. Mes propres enfants, dès que quelqu'un a son bac, automatiquement, ils virent dans les certifications internationales. OK? Parce que les universités hautes, ça ne sert absolument à rien, surtout lorsque nous, et je parle ici de l'informaticien, hein, surtout lorsque nous sommes dans des continents comme l'Afrique. OK? Donc, ça, c'est juste un conseil, en fait, que je vous donne, mais voilà, en fait, comment dirais-je, l'avantage de la certification internationale. Et c'est ce qui fait en sorte que nous relions maintenant la certification internationale directement à l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moyen le plus facile, le plus direct, le plus évident pour quiconque veut cesser de chercher en informatique. La certification internationale est la voie la plus évidente pour démarrer votre carrière, obtenir l'emploi que vous avez toujours désiré et même développer en fait vos propres solutions. Donc voilà donc en ce qui concerne en fait ce ce point-là. Alors, voilà donc pourquoi Emantic vous vient donc en aide. Parce que, étant donné que ces formations coûtent énormément cher, nous savons que, surtout en Afrique, les gens n'ont pas en fait assez de moyens pour pouvoir s'offrir en fait ce type de formation. Donc voilà pourquoi vous voyez en fait ici les formations des programmes internationaux tels que la certification internationale coûte énormément cher. Donc, ce que nous faisons donc à Emantic, c'est quoi? Donc, on regroupe en fait des experts certifiés qui veulent donc donner en fait la formation à ceux qui veulent bien se former. Donc, les personnes qui veulent tout simplement se former vont s'inscrire à Emantic. Ils vont recevoir la formation qui leur permet de pouvoir obtenir ou encore passer l'examen international. Et une fois qu'ils passent l'examen international, ils sont donc certifiés. Donc voilà donc en ce qui concerne la formation à Emantic. Alors cette formation-là, Emantic la donne gratuitement. Emantic la donne gratuitement. Donc ce qui veut dire que si vous êtes par exemple, si vous souhaitez faire une formation Cisco CCNA par exemple. Alors, on sait que la formation Cisco CCNA aujourd'hui coûte dans les 2600 €. Donc, ce qui vous fait en fait un peu près de 2 millions de francs CFA. Donc, Emantic vous la donne gratuitement. Vous suivez exactement les mêmes modules que ceux qui suivent la formation Cisco ayant payé. Donc, et à la fin, vous passez exactement le même examen international. À la fin de cette conférence, je vais vous passer des témoignages des personnes qui sont passées en fait à Emantic et qui ont pu obtenir en fait leur certification
internationale. Aujourd'hui, Emantic propose pas moins de 18 programmes pas moins de 18 filières, ok, de certification internationale, ok, 18 formations en fait, je veux dire, 18 formations, ok, et chacune d'entre elles en fait débouche sur une certification internationale. En fait, le catalogue de formation à Emantic regroupe désormais 12 filières, ok, et chacune de ces filières en fait regroupe plusieurs modules de formation. Ok, donc notre catalogue de 12 filières est donc segmenté en 3 grands programmes. Ok, le premier programme ici est le programme ARNASA. Et là, c'est le programme ARNASA. Et il s'agit en fait ici du programme le plus demandé à Emantic. Le deuxième programme en fait ici, c'est le programme Emantic. Alors, le programme ARNASA est axé sur 7 certifications internationales de la sécurité informatique avancée et du hacking militaire. Le programme Emantic, quant à lui, est une filière unique qui est axée en fait sur la certification internationale de l'administration des systèmes d'information et bases de données. Et le programme Epsilon, lui qui est fait en 4 filières, qui contient 4 filières, est axé donc sur 4 certifications internationales de la programmation système avancée. En fait, il y a des personnes qui me posaient souvent la question de savoir s'il y a des certifications internationales en programmation. Donc, ce n'est pas dans n'importe quelle rubrique de programmation, en fait, ou encore dans n'importe quel langage qu'il y a des certifications internationales. En fait, la certification internationale, en fait, est beaucoup plus axée sur la programmation système avancé, c'est-à-dire la programmation qui touche directement le matériel. On verra cela un peu plus en détail tout à l'heure dans notre programme. Donc, voilà donc en ce qui concerne le programme Emantic. Et pour vous le faire voir, en fait, en détail, je vais donc vous le présenter directement ici. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît, je vais juste accepter les retardataires. Bien, nous allons donc continuer. Ok. Donc là, ici, nous sommes donc sur le prospectus de Emantic. Je vais brièvement donc vous présenter les nouvelles filières du catalogue de formation de Emantic. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Emantic est maintenant segmenté en 3 grands programmes. Le programme ARNASA, le programme Emantic et le programme Epsilon. Donc, nous commençons par présenter le programme ARNASA. Donc ici, il s'agit en fait d'un programme de certification internationale sur ce qu'on appelle le hacking militaire, ok, et la sécurité informatique système avancé. En fait, la différence qu'il y a entre le hacking militaire et le hacking général que vous voyez en fait sur Internet, c'est le fait que au niveau du hacking de base ou encore ce qu'on appelle également parfois le hacking professionnel, vous avez une notion qui consiste en fait à vous montrer comment utiliser des outils créés par des hackers militaires afin donc de pouvoir contourner des systèmes de sécurité informatique. Donc vous-même, vous ne savez pas créer ces outils parce que vous n'êtes pas encore un hacker. Donc
vous n'êtes qu'un auditeur, mais vous n'êtes pas un hacker. Donc, en général, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils font? Dans l'audit de sécurité informatique locale, c'est le plus petit niveau en fait du hacking. C'est ce qu'on enseigne par exemple dans les formations telles que le CEH. Donc, on vous apprend à utiliser des outils connus avec des virus qui sont déjà bien documentés et dont les signatures, comment dirais-je, virales sont déjà connues de tous les antivirus. Donc, on vous apprend à utiliser ces outils de hacking dans le but d'évaluer les systèmes de sécurité informatique, voilà, afin donc de jauger leur niveau de sécurité. Donc, comment dirais-je, c'est la première étape du hacking, parce que dans le hacking, lorsque n'importe qui veut évoluer, donc la première étape qu'on lui demande d'atteindre, en fait, c'est de savoir utiliser les outils qui sont déjà produits par d'autres hackers. Donc, en ce moment-là, lui-même n'est pas encore dans cette catégorie-là, mais il apprend, et voilà pourquoi on l'appelle ethical hacker, ok? Donc, un auditeur de catégorie hacker, ok? Maintenant, si vous voulez devenir en fait un hacker aguerri, c'est-à-dire si vous voulez devenir quelqu'un qu'on appelle réellement un hacker, un bidouilleur, ok, parce que le terme hacker en français veut dire bidouilleur, c'est-à-dire une personne qui est capable de prendre n'importe quel langage et le transformer en fait en un outil de hacking, ok. Donc on peut te proposer en fait du Python, du Perl, de l'assembleur ou quoi que ce soit, et à partir de là on te donne une situation à régler et tu es capable en fait de concevoir un outil de hacking qui répond à une vulnérabilité que toi-même tu aurais créée sur le système. Donc, pendant que les hackers débutants essaient d'évaluer le système pour voir s'il est vulnérable, toi, tu es capable de créer des vulnérabilités sur un système informatique protégé et de créer des outils, en fait, développer toi-même des outils, programmer tes propres outils afin de pouvoir prendre partie de ces vulnérabilités-là et accéder au système sécurisé. Donc, c'est ça le hacking militaire. Donc, le programme ARNASA est focalisé là-dessus. Donc, vous devenez ce qu'on appelle, entre guillemets, des seigneurs de hacking, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de créer eux-mêmes leurs propres techniques, leurs propres projets de hacking, leurs propres outils de hacking, leurs propres étapes d'intrusion, etc. C'est-à-dire vous développez vous-même vos propres méthodes, vos propres outils, Donc, il y a toute une technicité là-dessus et il y a toute une pédagogie qui vous permet d'atteindre en fait ce niveau-là. Donc, dans ARNASA LLC, la bonne nouvelle c'est que on ne nécessite pas que vous ayez d'abord un certain niveau avant de démarrer la formation. Donc, voilà pourquoi nous commençons du niveau 0. Quel que soit en fait le niveau que vous avez à ARNASA LLC, on va vous donner les bases qui vous permettent donc de pouvoir comprendre la formation jusqu'à la fin. Donc, voici donc les différentes filières du programme ARNASA. Vous avez le System Intrusion Expert. Vous avez la filière numéro 2, GSM Hacking. Filière numéro 3, Web Hacking Expert. La filière numéro 4, Advanced Carding Professional. Ça, c'est une filière qui est basée sur le hacking des cartes de crédit. La filière numéro 4, Bank Security Expert. Donc, filière numéro 6, Network Security Expert. Ça, c'est la sécurité réseau, l'expertise en sécurité réseau. Filière numéro 7, Database and Server Security. Donc, l'expertise comment dirais-je, dans la sécurité des bases de données et des serveurs. Donc, maintenant, voyons donc voir brièvement, en fait, le contenu de certains de ces modules, ok, de formation. Ok, je vais juste prendre, en fait, une ou deux filières et le reste, voilà, vous pourrez donc lire vous-même sur le catalogue. Donc, le System Intrusion Expert, c'est la première filière, en fait, du programme ARNASA. Donc, elle est focalisée sur tout ce qui concerne en fait l'intrusion, c'est-à-dire l'intrusion des systèmes informatiques. Ayez en esprit le fait que dans le hacking militaire, on ne se base pas sur une procédure universelle ou quoi que ce soit. C'est le hacker lui-même qui crée non seulement cette technique de hacking, ces outils de hacking et ces procédures d'intrusion. Donc ici, on vous donne donc le mécanisme et les compétences qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et vous allez voir que la philosophie qui est derrière le cours que nous allons donc donner dans ces
différentes filières-là vous permettent en fait de pouvoir l'étendre dans n'importe quel domaine du hacking. Voilà donc pourquoi celui qui fait dans le hacking militaire n'a plus besoin de venir en fait même se mettre à niveau plus tard. Parce qu'il a une sorte c'est-à-dire, on vous donne une sorte de connaissance, c'est une sorte de sagesse du hacking en fait que vous allez étendre d'année en année, en année, en année. OK? Donc, le module 1, par exemple, c'est la préformation dans le système Intelligent Expert. C'est-à-dire, ici, on vous prépare à la formation. Donc, on va évaluer votre niveau. Voilà, le niveau à partir duquel vous allez commencer. Il y en a qui commencent avec voilà un niveau totalement zéro. Il y en a qui vont également commencer peut-être eux ils ont eu assez documenté dans d'autres formations avant de venir voilà à Emantic. Donc pour eux on va également évaluer leur niveau pour savoir exactement s'il y a des choses, voilà, qu'on doit réajuster par rapport à ceci ou cela. Donc, bref, la préformation vous permet donc d'être à niveau avant de démarrer donc par le module 2. Alors, le module 2, c'est l'initiation à l'intrusion avancée des grandes entreprises. Comme je vous l'ai dit, en fait, le hacking militaire est différent du hacking de base sur le fait que, avec le hacking de base, on vous apprend surtout à évaluer le niveau de vulnérabilité des réseaux locaux. OK? Par exemple, le CEH, par exemple, OK, vous apprend surtout à évaluer le niveau de vulnérabilité des réseaux locaux. OK? Donc, après, il y a, comment dirais-je, juste des petites techniques comme ça qui vous permettent donc peut-être d'étendre une attaque d'un réseau à un autre, et ça se limite là. Donc, à part cela, voilà, par contre, avec les techniques du CEH, par exemple, vous ne pouvez pas faire une matrix. Vous ne pouvez pas faire une matrix d'attaque. Voilà, une matrix d'attaque simultanée à l'échelle internationale, par exemple, vous ne pouvez pas la faire. Vous ne pouvez pas faire des matrices d'attaque sur des multinationales. Donc, ce sont des attaques qui se limitent uniquement entre soit un réseau local ou bien entre deux ou trois réseaux locaux. Mais une attaque matricielle, vous ne pouvez pas la faire avec le CEH. Voilà pourquoi on a donc besoin des techniques un peu supérieures, et là on parle donc du hacking militaire, et c'est ce que nous initions donc l'apprenant à partir du module 2. Dans le module 3, vous avez donc l'installation des serveurs d'attaque et les systèmes d'intrusion avancés. Ici, on prépare donc votre environnement de hacking, de conception d'applications ou de systèmes d'intrusion, des choses comme ça. Donc, tout ce qu'il vous faut en fait pour pouvoir donc émerger dans cette filière-là. Donc, module 4, c'est l'intrusion avancée des réseaux bancaires d'Afrique ainsi que de l'Union européenne. Donc, je pense qu'ici, voilà, je n'ai pas trop à détailler. Et dans le module 5, on voit donc les techniques de contrôle distant des comptes bancaires avec Python. Alors ici, ne vous méprenez pas. Certains, lorsqu'ils vont peut-être lire un cours avec un titre pareil, vont croire que Emantic est en train de former des voleurs. Donc ici, j'aimerais en fait préciser quelque chose de très important. Si vous souhaitez être un expert en sécurité informatique qui peut protéger n'importe quel système, c'est-à-dire les banques, les entreprises de télécommunications et autres, donc vous devez avoir un certain niveau de connaissance sur les failles et les vulnérabilités qui peuvent être créées sur ces systèmes-là. Je dis bien qui peuvent être créées sur ces systèmes-là. Donc ici, on parle des vulnérabilités que nous sommes capables d'introduire sur un système non vulnérable, et non pas des vulnérabilités que nous pouvons détecter. OK? Donc ici, nous ne sommes plus seulement à la détection, mais nous sommes à la création des vulnérabilités sur les systèmes. Donc si vous n'avez pas cette compétence-là, vous ne pouvez pas protéger les réseaux bancaires, vous ne pouvez pas protéger les ATC, vous ne pouvez pas protéger en fait les systèmes bancaires, c'est impossible. OK? Donc il faut d'abord comprendre en fait comment dirais-je, les vulnérabilités associées aux différents comptes bancaires, aux différents systèmes bancaires, comment elles sont créées, comment elles sont introduites dans un système sécurisé,
comment les contourner avant maintenant de savoir comment les protéger. Donc, c'est une science, comme je vous l'explique toujours dans le hacking. Si l'on ne sait pas d'où provient le problème, on ne peut pas introduire la solution. Donc, sans hacking, la sécurité n'existe pas. Donc ici, nous sommes tout simplement en train de, d'évaluer à notre niveau le système bancaire afin de lui proposer des meilleures solutions de sécurité. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Ok. Donc, comme je le disais, en fait, nous ne pouvons pas protéger un système bancaire ou n'importe quel système informatique si nous ne savons pas évaluer son niveau de sécurité informatique. Nous ne pouvons pas évaluer le niveau de sécurité informatique d'un système bancaire si nous ne connaissons pas les failles que peuvent avoir ce système ou si nous ne connaissons pas les failles qui peuvent être créées sur ce système-là. Et nous ne pouvons pas comprendre ou connaître les failles si nous ne connaissons pas comment est-ce que ces failles-là sont exploitées. Or, nous ne pouvons pas exploiter les failles si l'on n'a pas les techniques de hacking qu'il faut. Voilà pourquoi nous devons d'abord étudier cette technique de hacking. Là, je dis bien étudier cette technique de hacking afin donc de voir les solutions de sécurité qui peuvent donc être appliquées pour pouvoir donc protéger ces systèmes-là. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Ok. Alors, en ce qui concerne donc le module numéro 6, donc les vulnérabilités des systèmes aériens, donc je vais un peu vous faire également, alors ça c'est un module qui est assez nouveau en fait pour beaucoup de personnes. Lorsque les gens entendent parler en fait des vulnérabilités des systèmes aériens, donc en général, bon, c'est un module qui ne parle pas aux gens pour la première fois. Voilà pourquoi dans cette conférence-ci, voilà, je vais vous donner un avant-goût de ce qu'il s'agit en fait. Donc, pendant notre conférence, je vais également parler de cela parce que c'est quelque part lié à notre sujet aujourd'hui. Ok. Dans le module 7, par exemple, c'est le codage d'applications d'interception de transfert d'argent en Python. Ok, donc vous allez voir que Python est presque au centre en fait de toutes les applications que nous allons développer. Alors il y en a d'autres également que nous allons développer à partir du langage assembleur et le Perl également, mais Python est l'un des plus utilisés. Ok, donc vous avez le module 8, la détection et le contournement avancé des pare-feux bancaires. Le module 9, intrusion des serveurs ATC et hacking avancé des billets d'avion. Module 10, intrusion avancée des smart cars, c'est-à-dire les voitures intelligentes. C'est-à-dire nous allons voir donc les techniques qui sont donc utilisées contre ces voitures, les smart cars. Et le module 11, intrusion des réseaux avancés, des distributeurs automatiques des billets. Alors ici, nous allons donc voir des techniques un peu plus avancées. Alors sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà donné l'une des techniques de base utilisées donc pour craquer un distributeur automatique de billets. Dans ce module, nous allons voir l'ensemble des techniques qui sont donc utilisées, les techniques avancées sur les systèmes ATM, c'est-à-dire les distributeurs automatiques de billets. Alors le module 12 est un module en fait, sur la neuroscience. En fait, c'est une technique d'augmentation du QI que les hackers utilisent très fréquemment, y compris moi-même. Donc, on va voir cette technique-là au niveau du module 12. Et le module 13, c'est la programmation des ransomware intelligents avec Python. Donc, le module 14, c'est la programmation des robots logiciels d'intrusion de masse. Et au module 15, on passe donc l'examen international.
Ok. Donc, voilà donc en ce qui concerne la filière numéro 1. Alors, je vais brièvement parler également de la filière numéro 2 et on va s'arrêter là juste pour le programme ARNASA. Alors, au niveau de la filière numéro 2, nous avons GSM Hacking Professional. Alors, ici, nous avons donc le module 1, c'est la notion fondamentale du GSM Hacking avancé. Le module 2, c'est la copie du crédit de communication à distance d'une puce électronique à une puce, d'une puce A à une puce B. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Ok, de copier du crédit de communication d'une puce à une autre. Alors, sur YouTube, si vous allez sur YouTube, j'avais fait une démonstration de cette technique-là. Donc, si vous allez sur YouTube, vous tapez Biko George, copie de crédit. Un instant, s'il vous plaît. Pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, copie de crédit de communication. Ok. Donc, c'est la conférence ici. Donc, vous pouvez copier, comment dirais-je, cliquer sur celle-ci et vous allez voir. Donc, c'est une conférence complète, une démonstration complète que j'avais fait sur cette technique-là. Voilà. Et donc, dans ce module, je vais vous apprendre comment le faire. Donc, la copie de crédit de communication à distance d'une puce A à une puce B. Donc, c'est dans la démonstration que j'avais faite ici en public, vous allez voir que j'ai pris un étudiant au hasard, deux étudiants au hasard, et j'ai copié le crédit d'un étudiant pour le transférer dans la puce d'un autre étudiant. Ok, et cela à distance à partir de mon ordinateur. Donc, ça s'est fait en temps réel et vous pourrez revoir en fait la conférence sur YouTube. Donc, dans ce module, nous allons voir comment le faire, quelles sont les vulnérabilités qui mènent à cela, etc., etc. Donc, dans le module numéro 3, on va donc apprendre à géolocaliser en temps réel un appel téléphonique national. Ok, donc il s'agit en fait de la géolocalisation d'appels, mais sans connexion Internet ni autre. Donc ici, nous allons voir comment ça se passe pour localiser un appel national, un appel qui se fait à partir du même pays, c'est-à-dire les deux personnes qui s'appellent, mais dans le même pays, comment localiser l'appel. Et maintenant, si c'est à l'international, c'est-à-dire un appel qui a été effectué hors du pays, donc comment est-ce que cela se passe pour localiser cet appel-là? Nous allons voir comment cela se passe en temps réel. Et puis, dans le module numéro 5, on va faire de la collecte des preuves, la technique de récupération des SMS supprimés sans passer par l'opérateur. Donc ici, nous allons voir quelles sont les techniques et les outils nécessaires pour pouvoir donc effectuer la récupération ou encore la collecte des preuves. Ok, donc dans le module numéro 6, on va voir le hacking avancé du crédit de communication avec Python. Vous allez voir comment avec Python on peut donc faire pour hacker du crédit de communication. Alors, module numéro 7, c'est les techniques d'appel gratuit sans connexion à Internet ni crédit de communication. Module numéro 8, c'est les techniques avancées des numéros de recharge par la technique du PSI. Alors, les techniques d'appel gratuit sans connexion à Internet ni crédit de communication, je tiens ici à préciser que dans l'une des anciennes versions du GSM Hacking, on montrait comment cette technique se passe, mais en utilisant la connexion Internet. Alors, dans ce module, nous allons voir comment cela se passe pour passer des appels gratuits, mais sans connexion Internet, ok? Sans connexion Internet ni crédit de communication, comment effectuer un appel gratuit à partir de là. Dans le module numéro 8, le hacking des numéros de recharge. Module numéro 9, mise en place d'un système d'écoute téléphonique avancé 5G. Ok? Alors, la 5G, c'est quelque chose de délicat, voilà, parce que c'est aussi dangereux pour la santé. Mais nous allons voir comment est-ce que cela se passe néanmoins pour prendre parti en fait de cette technologie pour pouvoir donc en fait. Alors, la 5G est de loin plus vulnérable même que la 4G ou même la 2G est encore légèrement mieux sécurisée que la 5G au niveau des écoutes téléphoniques. Et nous allons voir comment cela se passe. Alors, le module 10, c'est l'intrusion des comptes WhatsApp, Gmail et Facebook par GSM.
M. OK? Donc, l'intrusion des comptes des réseaux sociaux par GSM hacking. Nous allons voir comment cela se passe à partir du module 10. Et on pourra même faire des démonstrations pratiques en temps réel, voilà, avec des volontaires. Donc, le module 11, c'est l'interception des SMS par intrusion des puces électroniques. Et le module 12, c'est le codage d'un système de hacking avancé avec des numéros de recharge. Le module 13, OK, c'est la technique d'intrusion avancée des bases de données GSM. Et là, le module 14, on a l'examen international. Donc, voilà donc en ce qui concerne, la filière numéro 2 du programme ARNASA. Alors, vous avez donc la filière numéro 3, web hacking, filière numéro 4, filière numéro 5 sur les banques. Alors, vous pourrez donc lire le reste des filières. C'est un programme tellement robuste et passionnant. OK? Donc, pour obtenir en fait l'autorisation de donner en fait ce programme en formation libre en Afrique, il m'a pris à peu près 2 ans, 1 an et demi à 2 ans, parce que depuis 2020 en fait, voilà, je demande en fait, je fais cette demande. Donc, on a même commencé cette formation en 2020. Mais on était obligé de discontinue, donc d'arrêter en fait les rentrées. Voilà, parce qu'on était limité à, je pense, 15 personnes, voilà, par an. Donc, et heureusement, maintenant, nous avons maintenant l'autorisation, en fait, voilà, de vulgariser le programme parce qu'ils ont vu, en fait, l'état de sécurité. J'ai fait une petite thèse là-dessus et c'est ce qui m'a permis, en fait, d'obtenir l'autorisation. Donc, actuellement, les Africains sont donc autorisés à accéder au programme ARNASA. Donc, le deuxième programme, c'est le programme Emantic. Il s'agit en fait ici tout simplement d'un programme de certification internationale standard. Donc, pour tous ceux qui veulent être en fait des administrateurs, voilà, des techniciens en réseau informatique, en base de données, voilà, administration. Voilà. Donc, il s'agit en fait des certifications telles que le CEH, le CHFI, le CCNA, le CCNP, Oracle, Certified Associate, Oracle Expert et Microsoft. Donc voilà, donc en ce qui concerne en fait le programme Emantic. Donc pour tous ceux qui veulent en fait juste en fait avoir un niveau de base en informatique sur l'administration des bases de données et autres, mais à obtenir une certification internationale qui va avec, donc le programme Emantic également peut vous permettre en fait de faire cela. Donc comme je le dis toujours en fait, si vous souhaitez faire quelque chose, faites-le bien. Je ne suis pas le seul à vous le dire. Donc, ça, c'est le programme Emantic. Et maintenant, le troisième programme, c'est le programme Epsilon. Alors, je ne m'attarde pas beaucoup sur le programme Emantic parce que vous le connaissez déjà. Donc, presque tout le monde ici connaît ces certifications puisqu'elles sont assez vulgaires aujourd'hui, vulgarisées sur Internet. Voilà, donc, moi, je veux beaucoup plus en fait m'atteler sur les nouveaux programmes qui ont été ajoutés sur le catalogue. Donc, le troisième programme, c'est le programme Epsilon. OK? Donc, c'est un programme de codage. Le codage est différent de la programmation de logiciels. OK? C'est totalement différent. OK? Le codage, c'est quoi? Disons, j'ai mon réfrigérateur. OK? Mon réfrigérateur, par exemple, comment je vais appeler ça, la température de mon réfrigérateur, la température minimum max, c'est-à-dire lorsque je veux frigorifier des choses, ok, ou encore lorsque je vais rendre les choses assez glacées. Donc le maximum à la baisse où je peux aller, c'est, disons, 2 degrés, ok? Disons que je ne peux pas aller à 0 degré, je ne peux pas aller à moins de 0 degré, etc., etc. Je ne peux pas aller, par exemple, à moins 5 degrés, etc. Alors, donc, si je veux donc bidouiller cela, ou encore si je vais changer cela, je vais changer le logiciel qui est intégré dans le système électronique de mon réfrigérateur. Je vais donc le coder en utilisant des langages qui interagissent directement avec du matériel. Par conséquent, je peux utiliser des langages tels que Python, Assembler ou VBScript, ou encore le Perl, le Ruby, et même le langage C parfois. OK? Donc, ici, je vais beaucoup utiliser, en fait, beaucoup plus utiliser, en fait, des langages qui interagissent presque directement avec le matériel. C'est-à-dire, la transmission du langage, en fait, au langage machine est tellement
comment dirais-je, presque direct que je peux utiliser en fait pour coder mes applications électroniques ou encore mes systèmes électroniques. Donc, les seigneurs de ces applications-là, ou encore les seigneurs de ces langages-là, pardon. Donc, il y a donc Python qui vient au top. Il y a Assembler, voilà, Assembler, en fait, c'est un peu comme si je parlais directement avec le matériel. Bref, je vais parler dans les détails, mais vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Alors ici, ces langages de programmation sont associés également à des certifications internationales bien connues. Par exemple, le premier niveau de Python, c'est le Python PCE, PCEP. Donc, cette certification-là, voilà son programme, ok? Donc, après la certification Python PCEP, vous avez en filière numéro 10, voilà, la certification en Python PCAP. Ok, donc ça c'est la filière numéro 10. Donc après cela, c'est-à-dire ça c'est le niveau plus avancé de Python en matière de programmation. Et après cela également, filière numéro 11, vous avez l'expertise en programmation assembleur. Il y a des gens qui ont toujours en fait entendu parler de l'assembleur comme étant un langage assez imaginaire, voilà. C'est-à-dire vous voyez, ce sont des langages en fait dont vous avez toujours entendu parler, mais vous ne savez pas, c'est-à-dire vous n'avez pas la possibilité d'aller quelque part pour vous former. Voilà, parce qu'en général, en fait, ce sont des informaticiens assez rares, à part, voilà, qui maîtrisent ce genre de choses. Et comme à Emontic, en fait, nous voulons uniquement produire des informaticiens à part. Voilà pourquoi nous vous proposons également ces langages-là uniques. Donc, voilà pourquoi vous n'allez pas voir dans le programme de Emontic, voilà, des langages vulgaires, les Java, les autres. Tous ces langages que je vous montre, vous pouvez produire des applications Android, vous pouvez produire des applications web avec, vous pouvez produire des systèmes d'exploitation, vous pouvez produire pas mal de choses. Vous savez, en fait, les grands systèmes de la Silicon Valley, tels que, par exemple, Google. Google a été créé, son système a été créé à partir de Python. Instagram, Python. Vous avez, vous énumérez, en fait, tous ces grands systèmes de la Silicon Valley. Vous allez voir que la majeure partie ont été développés soit en Python, soit en Perl, ou en VBScript, ou en assembleur. Vous allez voir que la plupart, en fait, utilisent des langages soit de haut niveau, ou qui interagissent presque directement avec du matériel. OK? Alors, je vais vous expliquer en une phrase l'une des différences, par exemple, qu'il peut y avoir entre un logiciel de hacking qui est produit à partir de Python et un logiciel de hacking, par exemple, qui est produit à partir, voilà, disons, de Java ou de C# ou de C++. Voilà. Alors, avec, par exemple, un langage tel que le VBNet ou bien Java ou quoi que ce soit, quand je crée une application, cette application-là est soumise au système d'exploitation sur lequel elle est installée. OK? Donc, si j'installe une application de hacking, par exemple, sur mon ordinateur en utilisant, Java, OK? Une application de hacking que j'ai créée à partir de Java, OK? Si je veux l'exécuter, mon système d'exploitation va d'abord utiliser l'antivirus pour l'analyser et va demander l'autorisation à l'administrateur si l'administrateur veut vraiment exécuter ce type d'application au cas où l'application de hacking a pour objectif d'interagir ou de manipuler les fichiers du système. Donc, vous voyez que si l'administrateur ne donne pas son accord ou que l'antivirus n'écrase pas ou encore écrase le fichier, c'est fini pour l'attaque de hacking. Ok, ça ce sont avec les langages tels que VBNet, Java, etc. Maintenant, lorsque je crée la même application avec Python, Python peut communiquer directement avec le noyau du système. Donc, moi, à partir de Python, je peux demander au système d'exploitation de faire taire l'antivirus lorsque j'exécute cette application de hacking. Je peux lui demander également de faire taire l'administrateur ou encore le contrôle d'administration lorsque je vais exécuter telle ou telle application. Vous voyez un peu? Donc, Python a la priorité sur le système d'exploitation parce que Python est un langage de haut niveau. Ok, c'est un langage de haut niveau. Quand je dis de haut niveau, ce n'est pas moi qui invente le mot pour booster Python. C'est comme ça qu'on qualifie Python. Ok, Python est un langage de haut niveau. Si vous tapez Python, ok, sur Google par exemple, on va vous dire Python is an interpreted
high-level general purpose programming language is designed to philosophy in phrases, the code, etc., etc. Donc ici, si je traduis ceci en français, ok, on me dit Python est un langage de programmation généraliste interprété de haut niveau. Ok, donc ce n'est pas un truc qu'on invente juste pour booster la formation, quoi que ce soit. Et au fur et à mesure, lorsqu'on va entrer dans la formation et que vous allez manipuler ce code-là, ce langage-là, vous allez voir la puissance qu'il a par rapport à tous les autres langages. Et ce n'est pas seulement Python qui répond à cette même puissance-là. Vous avez également d'autres langages tels que le VBScript, qui peut également faire exactement la même chose, ainsi que l'assembleur. Ok, donc voilà, donc en ce qui concerne donc ces langages, avec l'assembleur en fait on peut faire énormément d'autres choses. Vous voyez par exemple lorsque vous téléchargez des logiciels sur internet tels que comment dirais-je, c'est pas Photoshop, etc., etc., on vous dit ces logiciels sont payants. Maintenant vous avez souvent entendu parler de ces hackers là qui créent des cracks de telle manière à ce que si l'application était payante, vous allez l'installer gratuitement. Donc, vous craquez l'application et elle est maintenant installable sans avoir à payer. Donc, le langage qui permet de créer des cracks, c'est le langage ASM ou encore le langage assembleur. Ok? Alors, j'avais déjà donné en fait un premier cours là-dessus sur ceux qui veulent s'initier dans la création des cracks et des keyguns. Donc, j'ai nommé ce cours-là Reverse Engineering. Je vais encore le poster sur ma chaîne YouTube cette semaine. Donc, pour ceux qui veulent revoir en fait ce cours-là. Mais dans le programme Arnasa, nous allons voir ça au niveau expert. Nous allons commencer du niveau 0 au niveau expert de cette notion-là. Donc, vous serez capable de prendre n'importe quelle application, voilà, et de créer donc des cracks ou des keyguns ou de générer des serial numbers pour cette application-là à partir du langage assembleur. Donc, voilà donc en ce qui concerne la filière numéro 11 et la filière numéro 12 pour clôturer, c'est la filière VBScript. VBScript est totalement différent de VBNet, voilà, ce n'est pas parce que vous voyez VB devant, voilà, que, voilà, on parle ici de VBNet ou quoi que ce soit, ça n'a absolument rien à voir avec VBNet, ça n'a absolument rien à voir avec, voilà, la programmation en VBNet, etc. Donc, il s'agit en fait ici du scripting, c'est-à-dire le codage avec un langage binaire en fait sur directement le système, c'est-à-dire ça, c'est un langage qui interagit presque directement avec le matériel. Avec VBScript, de la même façon que Assembler, de la même façon que Python, on fait de la programmation système. Donc, d'où le fait que le programme Epsilon est un programme qui est spécialisé en fait sur la programmation système avancée. Voilà donc, chers amis, ici présenté notre catalogue de formation émantique. Alors, sans tarder, nous allons donc continuer avec notre présentation. Alors, pour clôturer donc la présentation, si vous souhaitez donc obtenir une bourse de formation, parce que vous voyez en fait ces formations coûtent énormément cher. Par exemple, avec le programme Arnasa, une seule formation c'est $5,000. Donc, une seule filière, c'est $5,000. Et l'examen international, c'est dans les $2,000 parce que c'est du hacking de niveau militaire. Mais avec Emantic, vous avez deux possibilités. Ok? Alors vous avez trois possibilités en fait. Mais dans chacune de ces possibilités-là, vous ne payez rien au niveau du coût de la formation. Ok? Il vous suffit juste d'avoir une carte de membre qui vous donne droit à un pack de formation. Ok, le pack de formation que vous voulez obtenir en fait dépend du niveau que vous souhaitez atteindre dans l'informatique, dans votre carrière. Donc nous avons trois packs ou encore nous avons trois types de cartes de membres. Il y a la carte standard qui est actuellement gratuite. Elle coûte normalement 10 000 francs, mais actuellement elle est gratuite jusqu'au 15 janvier. Vous avez la carte professionnelle. Ok, donc la carte professionnelle, vous allez également voir combien elle coûte tout à l'heure. Maintenant, vous avez également la carte premium. La carte premium, c'est la carte qui vous donne accès à tout. Ok, mais avant donc d'aller sur certaines, comment dirais-je,
avantages il y a donc aux cartes, leurs tarifs et autres. Voyons d'abord étudier en fait chaque carte en profondeur. La carte standard, ok? En choisissant la carte standard, elle vous donne droit à un certain niveau, c'est-à-dire c'est le niveau de base en informatique. Vous démarrez avec un niveau 0 et vous repartez avec un niveau de base. Donc, votre carte de membre est valide pour 1 an. Donc, elle donne droit au programme de certification internationale Cisco CCNA ainsi que la filière numéro 10 du programme, c'est-à-dire programme de certification internationale en programmation Python PCEP. Donc, pour résumer, la carte standard vous donne droit à 2 certifications internationales, c'est-à-dire 2 formations internationales, Cisco CCNA et Python PCEP. Donc, les frais de formation de Cisco CCNA, vous ne payez plus lorsque vous avez la carte standard, et les frais de formation de Python PCEP, vous ne payez plus lorsque vous avez la carte standard. Donc, voilà donc en ce qui concerne l'avantage. Alors, combien coûte la carte standard? Elle coûte normalement 10 000 francs, mais actuellement, elle est en promotion, donc elle coûte 0 francs CFA. Donc, jusqu'au 15 janvier, c'est 0 francs CFA pour ceux qui souhaitent obtenir la carte standard. Maintenant, la carte de membre professionnel. Combien coûte la carte professionnelle? Alors, la carte, voyons d'abord voir en fait ses avantages. Les avantages de la carte pro sont les suivants. En optant pour la carte pro, vous démarrez avec un niveau 0 et vous repartez avec un niveau professionnel. Cette carte est valide comment dirais-je, elle est valide à vie et elle vous donne droit à tout le programme émantique. Donc, elle vous donne droit excusez, il y a une petite faute ici, mais il n'y a pas de souci. Donc, elle vous donne droit au pack de formation professionnelle, ok, de émantique. Ce pack est associé au programme de certification internationale suivant, donc Cisco, Microsoft, Oracle, CEH, CHFI et CompTIA Security Plus. Donc, tous ces programmes sont financièrement pris en charge par Emantic lorsque vous avez la carte professionnelle. Donc, cette carte est faite pour ceux qui veulent donc devenir des administrateurs certifiés en réseau, système ou base de données. Donc, la carte professionnelle coûte normalement 325 000 francs, mais actuellement, elle est à 125 000 francs jusqu'au 15 janvier. Alors, à part cela, nous avons donc la carte la plus demandée de Emantic. Il s'agit en fait ici de la carte Premium. Donc, c'est celle que, voilà, les étudiants préfèrent. C'est-à-dire celle que les étudiants prennent presque toujours. Donc, ils choisissent en fait ici. En choisissant la carte Premium, vous avez droit au pack expert de Emantic. Le pack expert vous donne droit à toutes les 12 filières du catalogue de formation de Emantic. Donc, il s'agit en fait ici du programme Arnasa complet, plus le programme Emantic au complet, plus le programme Epsilon au complet. Ok? Donc, vous démarrez avec un niveau 0 et vous repartez avec un niveau expert multi-certifié, dans le plus haut niveau d'expertise en informatique, du hacking militaire pratique, de la sécurité informatique avancée, l'administration des systèmes et serveurs, les réseaux, les bases de données et programmation système avancé. Vous devenez un expert multi-certifié comme moi. Donc, voilà en fait la carte qui vous faut pour les personnes qui veulent atteindre ce niveau-là. Maintenant, le pack expert est associé à 18 certifications internationalement reconnues, une carte de téléchargement pro pour les DVD, les hackbooks et les logiciels privés de Arnasa LLC. Et vous avez également droit à un kit du hacker militaire version 2022 contenant plus de 1918 outils d'intrusion avancés. Vous avez également droit à un kit d'expert en investigation numérique version 2022. Vous avez droit à un statut de membre d'honneur. Ok? Donc, les membres d'honneur ne payent pas les frais d'examen de suivi. Ok, donc vous avez donc également un diplôme de fin de formation pour chaque formation, c'est-à-dire qui est donc offert avant de passer l'examen international. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, c'est-à-dire à chaque fois que vous terminez une formation à Emantic, lorsque vous avez une carte premium, voilà, on vous donne d'abord un diplôme de fin de formation qui indique que vous avez déjà terminé cette formation-là, avant même d'aller passer l'examen international. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin, vous aurez donc, voilà, non seulement votre certificat de fin de formation, mais également votre certification
international pour chaque formation. Donc, le coût, normalement, le coût de la carte premium est à 525 000 francs CFA, mais actuellement, il est en promotion jusqu'au 15 janvier. Il est payable à 325 000 francs CFA. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas payer en une seule tranche, donc vous pouvez payer en 3 tranches. OK? Donc, voilà donc en ce qui concerne donc la carte premium. Donc, première tranche, 125 000 francs. Deuxième tranche, 100 000. Et troisième tranche, 100 000. Voilà. Donc, voilà donc en ce qui concerne en fait la carte. Alors, il y a quelque chose que je voudrais dire concernant la carte premium. On a dit que Emantic ne couvre que les frais les frais de formation, mais pas les frais d'examen. Les frais d'examen sont à la charge de l'étudiant. Cependant, il y a un avantage supplémentaire qui est associé à la carte premium. L'avantage, c'est quoi? C'est que lorsque vous payez la carte premium en une seule fois, et surtout lorsque vous payez en fait les 525 000, ok? Disons lorsque vous payez les 525 000 en une seule tranche, on vous couvre 7 examens internationaux sur le pack expert du programme Arnasa. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si tu as une carte premium sur le programme Emantic, il y a 12 filières, n'est-ce pas? Parmi les 12 filières, 7 filières appartiennent au programme Arnasa. On dit donc ceci: si tu payes la carte premium en une seule tranche, tu n'auras plus à payer les frais d'examen également de la filière numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toutes ces filières non seulement seront couvertes financièrement au niveau de la formation, mais également seront couvertes au niveau des examens internationaux. Donc, il y aura une exception te concernant parce que Emantic va maintenant te permettre de passer tes examens internationaux pour 7 examens internationaux, ok, concernant les 7 premières filières du programme sans avoir à dépenser ou à payer pour ces examens-là. Donc, ce qui veut dire que d'office, il y a les gens cette année qui seront dotés de 7 certifications internationales au niveau du programme Arnasa. Et pour conclure, et ce n'est pas tout concernant la carte premium et concernant également le programme Arnasa. Contrairement à tous les autres examens internationaux, l'examen international du programme Arnasa est le seul qui se fait sous forme de soutenance. Donc, vous n'êtes pas là, en fait, à répondre aux questions à choix multiples, etc., etc. C'est de la soutenance. Vous soutenez sur un projet, vous faites des démonstrations pratiques pendant votre soutenance. C'est à la base de cela que vous obtenez votre certification internationale. Donc, c'est uniquement celui qui ne soutient pas, voilà, qui peut ne pas obtenir sa certification. Donc, du moment où vous soutenez un projet ou encore vous faites des démonstrations, etc., pendant votre soutenance, vous êtes garanti d'avoir votre certification internationale à la fin. Donc, c'est une certification internationale qui se base sur le pragmatisme. Ce n'est pas un examen théorique où on va vous poser des questions à choix multiples, des choses comme ça, un peu comme dans les certifications de base telles que le CEH. Ok. Dans la certification Arnasa, les examens se font sous forme de soutenance pratique. Donc, par conséquent, c'est vraiment fabuleux. Et puis, voilà donc pourquoi si comment dirais-je, vous payez pour la carte du pack expert, voilà donc tous ces examens, les 7 premiers examens du programme sont couverts par la bourse Emantic. Donc, voilà donc en ce qui concerne donc les avantages de la carte premium. Un instant, s'il vous plaît. Bien, maintenant que nous avons donc comment dirais-je, présenter Emantic et tous ses différents avantages, ses différentes formations et autres, nous sommes maintenant prêts à débuter notre
cours. Donc, sans toutefois tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Comment localiser ou encore comment géolocaliser un ordinateur qui a été volé, dont le voleur a pris le soin de tout effacer, formater les disques durs, déconnecter d'internet, etc., parce que peut-être le voleur souhaite le remettre en vente. OK? Donc, du coup, la mission de l'expert en sécurité informatique ou encore la question qui se pose est comment retrouver ce type d'ordinateur? En fait, je prends uniquement ce cas puisque c'est la deuxième fois que nous abordons ce sujet. La première fois, nous avons abordé le sujet et nous avons abordé le sujet lorsque l'ordinateur a été volé et qu'il est connecté sur Internet. Voilà, comment le retrouver, comment le retracer? OK? Dans la première partie ou encore le premier volet, en fait, de ce sujet, la première conférence que nous avons fait à ce même sujet-là, nous avons démontré comment tracer un ordinateur qui a été volé à partir des utilitaires qui ont été préalablement installés sur l'ordinateur. OK? Voilà des applications qui nous permettaient donc de suivre les mouvements de l'ordinateur. Et la même application nous permettait donc de pouvoir capturer même les images du voleur, c'est-à-dire d'avoir la photo du voleur, etc., etc. Donc ça, c'est uniquement dans ce cas-là, au cas où votre ordinateur a été volé et que par chance, le voleur s'est à un moment donné connecté sur Internet. Et c'est en ce moment-là uniquement que votre ordinateur peut vous envoyer sa position géographique. Donc, on a vu ce cas-là. Et maintenant, une autre question s'est posée. Au cas où maintenant comment dirais-je, le voleur prend le soin d'effacer le disque dur, désinstaller toutes les applications, formater tout et puis déconnecter d'Internet, avant donc de le mettre en vente. Comment est-ce que cela se passe pour pouvoir donc détecter la position géographique exacte de mon ordinateur? C'est ce que nous allons donc voir tout au long de cette démonstration, ou encore de cette présentation. Alors, tout d'abord, je voudrais ici expliquer le principe de la géolocalisation. La géolocalisation consiste à identifier la position exacte d'une entité, n'importe quelle entité, sur la Terre au moyen de deux coordonnées géographiques, la longitude et la latitude. OK? Donc, si vous n'avez pas ces deux coordonnées-là, nous avons vu ça la première fois que nous avons abordé le sujet, mais j'aimerais en fait revenir là-dessus pour ceux qui rejoignent cette conférence pour la première fois. Donc, lorsqu'on va pouvoir déterminer, nous avons même vu ça en géographie, n'est-ce pas? En géographie, nous avons vu en fait que au niveau des orbites en fait, etc., concernant le globe, etc., nous avions deux coordonnées à partir duquel nous pouvions pointer une entité bien précise sur le globe. Et ces deux coordonnées, c'est la longitude et la latitude. On nous permettait même en géographie de faire des calculs, à partir de la longitude et de la latitude pour déterminer la position exacte d'une entité ça sont les choses qu'on faisait à l'école primaire. Alors, aujourd'hui, je voudrais juste en fait rappeler cela, que la géographie n'a pas changé et que jusqu'aujourd'hui, pour déterminer la position exacte d'une entité, physique ou quoi que ce soit dans ce monde, on a besoin uniquement de deux coordonnées et ce sont les mêmes coordonnées qu'on nous a appris en géographie, la longitude et la latitude. Sauf qu'aujourd'hui, le calcul, ce n'est plus nous qui faisons ce calcul manuellement. Alors, gardez d'abord en esprit donc cela. Si je veux localiser ou géolocaliser quelque chose dans ce monde, sur la Terre, alors j'aurai besoin de sa longitude et sa latitude. À partir de la longitude et de la latitude de n'importe quoi dans ce monde, je peux déterminer avec exactitude sa position exacte. Et je peux même avoir le chemin qui mène vers cette chose-là. OK? Donc, voyons donc voir comment cela se passe. OK. Avant d'aller plus loin sur la géolocalisation, je voudrais donc
ici enlever ou détruire les mythes que beaucoup de personnes se font sur la géolocalisation. Ok? Donc voici quelques mythes que vous entendrez généralement parler, dont vous entendez généralement parler en fait sur la géolocalisation. Le premier mythe, c'est lequel? Alors, l'IMEI est utilisé pour géolocaliser un téléphone portable on peut localiser un téléphone à partir de son IMEI. Voilà un mythe que beaucoup de personnes se font aujourd'hui sur Internet, et même les nouveaux informaticiens, quelqu'un quitte de l'école primaire, c'est ce qu'il entend, c'est-à-dire un truc que quelqu'un a entendu parler à l'école primaire, il est venu en fait à l'université, il a propagé cela, aujourd'hui des milliers de personnes en fait transmettent en fait cette fausse information en fait d'étudiant en étudiant. Donc voilà d'abord pourquoi je voudrais en fait laver en fait le cerveau de chacun d'entre vous, au moins sur cette partie-là. Donc, on ne géolocalise pas une entité informatique à partir de son IMEI. L'IMEI n'est pas une donnée ou encore une coordonnée de géolocalisation. L'IMEI, comme son nom l'indique, est un identifiant. Ok? Alors, en anglais, ça veut dire quoi? En anglais, c'est International Mobile Equipment Identifier. Ok? International Mobile Equipment Identificator ou encore Identifier. Ok? Donc, en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'identifiant unique d'un équipement mobile à l'échelle internationale. Voilà ce que l'IMEI veut dire. Identifiant unique d'un équipement mobile à l'échelle internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout le monde entier, il y a par exemple les iPhones qui sont créés, il y a les Samsung qui sont créés, etc. Alors cependant, si je prends un iPhone, je dois être capable de le différencier de tous les autres iPhones qui ont été créés dans ce monde. Donc l'iPhone doit avoir une sorte de pièce d'identité, une sorte de numéro de pièce d'identité, une sorte de carte nationale d'identité, ok? Alors ce numéro de carte nationale d'identité pour l'iPhone, pour le Samsung, pour n'importe quel appareil mobile, on l'appelle l'IMEI. Donc ça permet tout simplement de donner l'identité du téléphone. Ça identifie le téléphone. Ça ne le trace pas, ça ne le localise pas, ça ne donne pas sa position géographique. Ok? Ce n'est pas parce que je connais ton nom que je connais là où tu habites. Donc c'est exactement la même chose avec l'IMEI. Ok? Donc International Mobile Equipment Identificator, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends le téléphone de Monsieur Koulibaly et je m'en vais arnaquer quelqu'un avec ce téléphone-là, ok? Si on est capable en fait de tracer la position géographique du téléphone, la seule information que l'IMEI va servir, c'est à identifier à quelle pièce d'identité est associé ce numéro IMEI. C'est-à-dire, lorsqu'on a vendu ce téléphone-là, avec cet identifiant, on l'avait vendu à qui? C'est là où on a vu on l'avait vendu à Koulibaly. Parce que ce n'est que Koulibaly qui a reçu un téléphone avec un identifiant tel que celui-là. Donc, l'IMEI n'est pas une donnée de géolocalisation. Donc, il faut arrêter de croire cela ou de propager cela. Et cela aussi, il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils viennent à moi par rapport aux objets perdus, généralement, ce dont j'entends souvent parler, c'est « Monsieur Biko, j'ai perdu mon téléphone. Est-ce que je peux vous donner mon IMEI pour que vous le tracez ?» Ok, donc voilà pourquoi je voulais d'abord en fait enlever cela de la tête des gens. Ok, donc l'IMEI n'est pas une donnée de géolocalisation, c'est une donnée d'identification d'appareils, d'équipements mobiles à l'échelle internationale. Ok, alors deuxième mythe. Ok, c'est on peut géolocaliser un ordinateur volé à partir de son numéro de série. De la même façon, ok, qu'on ne peut pas géolocaliser, on ne géolocalise pas un ordinateur, un téléphone à partir de son IMEI, ok, on ne géolocalise non pas un ordinateur à partir de sa coordonnée numéro de série, ok, parce que le numéro de série d'un ordinateur, ce n'est pas une coordonnée GPS ou bien une coordonnée de géolocalisation, ok.
Donc, ça répond exactement à ce que j'ai dit en fait au niveau de l'IMEI. Ok. Donc, c'est ce qui identifie de manière unique votre ordinateur dans le monde entier. Ok, c'est son numéro de série. Ce n'est pas une donnée de traçabilité ou bien de géolocalisation. Pas de traçabilité, mais de géolocalisation. Ok? Donc, ce n'est pas une coordonnée de géolocalisation. On géolocalise uniquement à partir de deux coordonnées, longitude et latitude. À part ça, rien d'autre. Ok? Est-ce que l'IMEI est capable de générer la longitude et la latitude? Non. Est-ce que le numéro de série génère la longitude et la latitude? Non. Donc, il faut éviter, comment dirais-je, de parler de cette manière parce que ça fait de vous des ignorants lorsque vous placez en fait, surtout lorsque vous placez devant des personnes qui sont du domaine. Donc voilà une information que je vous donne. Et l'adresse MAC, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui viennent souvent me parler d'adresse MAC. Et c'est aussi un truc dont j'entends beaucoup parler en fait dans les forums, les choses comme ça, où quelqu'un en fait affirme que on peut tracer la position géographique d'un appareil à partir de son adresse MAC. Bon, si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il n'a jamais fait du réseau de base, ok? En fait, dans le réseau de base, l'adresse MAC n'est jamais fixe, d'un paquet à l'autre. Donc, chaque fois que vous décompilez un paquet, en fait, son adresse MAC change d'un routeur à un autre. Donc, l'adresse MAC, c'est un peu comme comment je peux dire ça là? C'est un peu comme un passeport, ok? Voilà. Prenons un peu l'adresse MAC comme un passeport et prenez les routeurs, ok? On prend les routeurs comme des pays, ok? Parce qu'un réseau, c'est un peu comme un pays différent, ok? Alors, disons que pour un paquet IP, c'est-à-dire pour une donnée informatique, lorsque le paquet se trouve en fait dans un réseau, elle appartient à ce réseau-là, donc elle appartient à ce pays. Si elle quitte de ce réseau-là à un autre réseau, alors forcément, elle appartient à cet autre pays-là. Ok? Alors, disons que voici un pays, le pays numéro 1. Et nous avons notre pays, le pays numéro 2. Et nous avons notre pays, le pays numéro 3. Alors, ici, je vous fais cette explication graphique pour que vous compreniez très facilement comment marche l'adresse MAC. Ok? Dans le pays numéro 1, ok? Disons, c'est la Côte d'Ivoire. Pays numéro 2, disons, c'est le Cameroun. Et le pays numéro 3, disons, c'est le Burkina Faso. Ok. Voici un Ivoirien. Il est en Côte d'Ivoire actuellement. Donc, il émigre maintenant de la Côte d'Ivoire et il émigre au Cameroun. Lorsqu'il apparaît au Cameroun, automatiquement, on lui assigne une nationalité camerounaise. Alors, lorsqu'il quitte du Cameroun et il va maintenant au Burkina Faso, on lui assigne une nationalité du Burkina Faso. Ok? Il devient un Burkinabé. Alors, maintenant, disons qu'à chaque fois qu'il va quitter le Burkina Faso et qu'il rentre au Cameroun, il devient camerounais. Il utilise son passeport camerounais. Quand il quitte du Cameroun pour repartir en Côte d'Ivoire, il utilise son passeport ivoirien. Donc, vous voyez en fait ici qu'à chaque fois qu'il quitte d'un pays à un autre, son passeport change. Il quitte un pays son passeport change. Alors maintenant, remplacez le pays par le routeur. Et remplacer le passeport par la machine, ok, l'ordinateur, et remplacer le numéro du passeport, ok, par l'adresse MAC. Donc, le numéro du passeport, c'est l'adresse MAC, n'est-ce pas? Donc, c'est exactement comme ça qu'un paquet IP fonctionne. Lorsqu'il quitte d'un routeur à un autre, l'adresse MAC de provenance de ce paquet change. Donc, on ne peut jamais tracer un paquet d'un réseau à l'autre à partir de son adresse MAC. Ça ne se fait pas. Ok? Et là même, je parle du traçage. La géolocalisation, c'est même être hors sujet. Ok? Ça, ce n'est que le traçage, mais la géolocalisation, c'est être hors sujet. Ok? On ne géolocalise pas un paquet à partir de son adresse MAC. Ok? Tout simplement, non seulement parce que ce n'est pas une donnée de géolocalisation, mais également parce que sa donnée change d'un réseau à l'autre. Donc, elle est intraçable pour la géolocalisation. Alors donc voilà donc en ce qui concerne donc ces mythes-là. Ok? Bien. Maintenant, pour que vous puissiez maintenant comprendre comment marche la géolocalisation, je vais vous faire une petite démonstration que vous pourrez même également faire de votre côté. Voilà, c'est très simple, hein? Chacun peut la faire de son côté. Alors, dans cette démonstration, je vais vous apprendre à géolocaliser les vols de votre pays. C'est-à-dire les vols aériens, les avions qui sont au-dessus de vous.
À partir de maintenant, je vais vous montrer comment faire, c'est-à-dire vous serez capable, hein, c'est très facile, c'est comme un jeu d'enfant, ok? Vous n'avez même pas besoin d'être hacker pour faire cela. Je vais vous apprendre dans quelques instants comment observer et suivre en temps réel et les géolocaliser tous les avions qui sont au-dessus de vous actuellement. Vous serez capable de les voir maintenant même. Mais avant d'aller dans cette petite démonstration-là, je voudrais vous faire comprendre pourquoi je vais vous faire cette démonstration-là. Pourquoi on va faire cette démonstration ensemble. C'est pour que vous compreniez d'abord comment comment l'identification de matériel d'entité informatique, la géolocalisation, pardon, d'entité informatique fonctionne. OK? Alors, prenons le cas d'un avion. Voici comment l'ATC fonctionne. Alors, ATC en anglais, c'est Air Traffic Controller. Maintenant, il y a, un type d'ATC que la plupart des tours de contrôle utilisent aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le radar beacon, ok? Le système beacon, ok? Alors, le système beacon est également appelé le système Next Gen, ou encore vous allez entendre également parler de Next Gen ou encore Next Generation, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Et pendant que je vais vous expliquer ceci, n'accordez pas votre intention à la compréhension détaillée de ce que je vais expliquer, ok? Accordez uniquement votre intention sur une seule chose, ok? La fréquence 1090. Ok, cette fréquence-ci, 1090. Voilà ce à quoi je voudrais que vous portez votre attention dans cette explication. Et une deuxième chose, je voudrais également que vous portez votre attention dans cette explication, ok, à la manière dont l'interrogateur fonctionne, ok. Alors, maintenant, voyons donc lire comment est-ce que l'avion fait pour déterminer sa position géographique. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ok? Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, un avion ne sait pas où il se trouve à un instant donné. Le pilote ne connaît pas là où il se trouve à un moment donné, ok? Donc le pilote, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ça peut être choquant, mais c'est la réalité, ok? Le pilote et l'avion avancent à l'aveuglette, donc ils sont totalement aveugles. La seule personne qui représente les yeux du pilote ou de l'avion, c'est la tour de contrôle. Donc, comment est-ce que cela se passe? L'interrogateur se trouve au niveau de la tour de contrôle. Il y a ce qu'on appelle l'interrogateur. Avant d'aller au niveau de l'interrogateur de la tour de contrôle, sachez que lorsque je veux retrouver la position géographique exacte d'un point ou encore d'une entité dans le globe, alors cette entité-là doit avoir ce qu'on appelle un émetteur GPS. Cet émetteur GPS, on l'appelle le transpondeur. Le transpondeur va envoyer sa position, longitude et latitude, ok? Donc, va émettre les coordonnées, longitude et latitude. Une fois que le transpondeur ou encore l'émetteur a émis ces coordonnées-là, maintenant il y a un interrogateur. L'interrogateur est là pour demander à l'émetteur quelles sont tes coordonnées géographiques, et lorsque l'interrogateur va recevoir ces coordonnées longitude et latitude, va maintenant calculer la position exacte de l'émetteur. Ok? Donc le récepteur maintenant, lorsqu'il va avoir ces coordonnées-là, longitude et latitude, il va maintenant utiliser ces coordonnées pour calculer la position géographique exacte de l'émetteur. Donc, pour résumer, si vous souhaitez déterminer la position d'un objet X, alors cet objet-là doit avoir ce qu'on appelle un émetteur GPS. Cet émetteur-là, GPS, on l'appelle le transpondeur. Le transpondeur émet des coordonnées telles que longitude et latitude de la position géographique exacte de l'objet X. Et maintenant, vous, de votre côté, vous devez avoir ce qu'on appelle un récepteur. Ça peut être une antenne réceptrice, ça peut être un module électronique de réception, n'importe quoi, mais vous devez recevoir en fait ces coordonnées-là. Et pour recevoir ces coordonnées, vous devez prendre en considération deux choses: la fréquence à laquelle est émise ces coordonnées-là et le niveau d'authentification, c'est-à-dire si la fréquence est cryptée, disons par mot de passe ou quoi que ce soit. Voilà, donc vous devez prendre en compte cela afin donc de déchiffrer ou encore de décoder les coordonnées et de savoir la position exacte de
comment dirais-je, de l'objet X. Alors, pour que vous compreniez mieux, on va repartir tout à l'heure sur l'explication tout à l'heure. Pour que vous compreniez mieux, prenons l'exemple d'un avion qui est en circulation dans les airs actuellement. Et voici donc notre tour de contrôle, n'est-ce pas? Et là, nous avons le satellite. Alors, cet avion ne sait pas là où il va, il est aveugle, voilà, etc., etc., comme tous les avions d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? La tour de contrôle, ok? C'est que l'avion a ce qu'on appelle un émetteur GPS appelé un transpondeur. Le transpondeur est là, donc son seul et unique, comment dirais-je, sa seule et unique fonction, c'est d'émettre pip, 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 pip. Et qu'est-ce qu'il émet? Il émet les coordonnées, longitude et latitude de l'avion, voilà, en des nanosecondes. Donc, de telle façon à ce que la tour de contrôle, quand elle veut savoir la position géographique exacte de l'avion, elle va envoyer une requête par satellite en passant par une fréquence, la fréquence 1090. Alors, via cette fréquence-là, la tour de contrôle va interroger l'avion, c'est-à-dire va interroger le transpondeur, même pas l'avion, le transpondeur situé au niveau de l'avion pour savoir, pour recevoir en fait les bips là, c'est-à-dire les coordonnées GPS, longitude et latitude. Le transpondeur va donc répondre à cette requête-là en passant par la même fréquence émise par le satellite vers la tour de contrôle. C'est ainsi que la tour de contrôle va maintenant indiquer au pilote que tu te trouves maintenant à telle ou telle position. Tu peux atterrir ou bien tu peux atterrir dans dans telle ou telle seconde, ou bien tu peux virer à ceci, etc. Donc, c'est en ce moment-là que la tour de contrôle indique maintenant au pilote où il se trouve, où il va, vers quelle direction, etc., etc. Voilà pourquoi si on détruit une tour de contrôle, tous les avions vont cracher, parce qu'aucun avion ne sait là où il va. Donc, si vous comprenez ce principe de géolocalisation, allons maintenant au niveau de l'explication. Alors, quelle est l'explication technique? L'interrogateur au sol de l'ATC, c'est-à-dire de la tour de contrôle. Donc, laissez les abréviations là. Voilà. À chaque fois que vous voyez cette abréviation, remplacez-la par tour de contrôle. Donc, l'interrogateur au sol de la tour de contrôle émet à 1030, MHz, avec un diagramme d'antenne directionnel relatif, Ignorez ces petits, ces détails. On verra ça pendant le cours. Alors, l'interrogateur transmet environ 400 paires d'impulsions par seconde, Donc, les paires d'impulsions, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Bip, 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 bip. Voilà, donc 400 paires d'impulsions par seconde et il reçoit des réponses des transpondeurs. Donc, les transpondeurs d'avion, qui se trouvent donc dans le faisceau du diagramme d'antenne. Alors, le transpondeur aéroporté, donc, répond à 1090 MHz avec l'un des 4096 codes d'impulsion disponibles. Alors, laissez les codes d'impulsion, les codes d'impulsion. Tout ce que nous voulons retenir ici, c'est que le transpondeur de l'avion répond à travers la fréquence 1090. Cependant, il y a deux choses que vous devez connaître. Bon, on verra plus de détails dans le cours, dans la formation ARNASA. Mais ce que je voudrais que vous compreniez ici, c'est que cette fréquence-là est une fréquence vulnérable. Alors, cette fréquence peut être interceptée. Elle peut être interceptée et elle n'est pas encodée. Ça veut dire que elle n'est pas authentifiée. On n'a pas besoin de nom d'utilisateur ou de mot de passe pour pouvoir accéder à la fréquence. Ce qui veut dire que n'importe qui peut accéder aux différentes réponses que les transpondeurs envoient à travers cette fréquence 1090. Je répète bien. La fréquence à laquelle les transpondeurs de tous les avions commerciaux du monde envoient leur position géographique est la fréquence 1090. Ce qui veut dire quoi? N'importe qui ayant un récepteur qui est capable de recevoir ces réponses-là via la fréquence 1090 peut intercepter ces différentes réponses-là et déterminer les différentes positions d'avions dans le monde. Et c'est ce que les gens font depuis la nuit d'Internet. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va vous choquer et que vous ne connaissiez peut-être pas, mais n'importe lequel d'entre vous peut connaître la position géographique
exact de n'importe quel avion aujourd'hui. Vous pouvez même faire cela comme un jeu. Disons que votre star est en train de prendre l'avion. Vous savez que votre star peut-être c'est, je sais pas, Emmanuel West ou bien Etofis ou bien Drogba. Vous savez qu'il est en train de prendre l'avion. On le montre en direct à la télévision. Il est en train de prendre l'avion. Et vous êtes là sur votre ordinateur. Voilà, vous avez déjà ciblé son vol. Donc, lorsqu'il va prendre l'avion, lorsque son avion va décoller, voilà, à la télévision, les gens vont juste voir combien il disparaît dans les airs. Mais vous, à partir de votre ordinateur, vous allez suivre l'avion jusqu'à ce qu'il va arriver à bon port. Alors, c'est aussi quelque chose que j'ai fait souvent très souvent avec lorsque des membres de ma famille comment dirais-je voyagent d'un pays à un autre, je suis leur avion en temps réel, voilà, à travers le système, l'un des systèmes que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que je suis capable de faire cela comme n'importe qui d'ailleurs, et c'est ce que vous aussi vous serez capable de faire tout à l'heure? C'est parce que le transpondeur de ces avions-là émet à une fréquence qui est connue de tous. C'est une fréquence publique qui n'est pas encodée et qui n'est pas chiffrée. Donc, du coup, ça fait que voilà, il n'y a pas d'authentification et la fréquence est connue de tous. Donc, on sait aujourd'hui, en fait, à quelle fréquence, encore via quelle fréquence, en fait, tous les avions commerciaux du monde envoient leur position géographique aux différents tours de contrôle. On peut intercepter cela et c'est ce que nous allons donc faire dans notre exemple. Donc, voyons donc voir un exemple, voilà, d'un récepteur, voilà, aujourd'hui même qu'on peut lier à Internet pour, comment dirais-je, déterminer la position géographique exacte des vols aériens. Alors, pour cela, je vous invite à aller sur Internet, sur votre navigateur, voilà, vous tapez en fait Plane Finder. Lorsque vous tapez Plane Finder, vous allez trouver tellement de radars, voilà, tellement de radars, voilà, que les gens ont mis en place, voilà, pour intercepter, en fait, les positions géographiques des vols commerciaux. Et là, vous tapez vous cliquez sur le premier site, planefinder.net. Si vous voulez vous visitez les autres sites internet, ça va vous conduire vers une application, voilà, liée à leur récepteur. Et là, j'ai tous les avions du monde, voilà, tous les avions du monde, voilà, à ma portée. Alors ici, je peux aller au Sénégal si je veux. Bien, Dakar. Ok. Alors, je vais à Dakar vers, disons, Blaise Diané Intel. Ok. Alors, à Dakar, je peux voir même les vols, voilà, qui vont arriver à l'aéroport, à quelle heure ils vont arriver. Je peux même les tracer pour voir là où ils sont actuellement dans le globe. Et là, vous voyez, en fait, voici un avion. Je sais pas s'il est en train d'atterrir ou décoller, mais je peux zoomer, en fait, sur l'avion et le suivre en temps réel. OK? Donc, je pense qu'il vient d'atterrir. Oui, celui-ci est en train d'atterrir, je pense. Voilà, ils sont déjà au sol. Alors, je vais voir s'il n'y a pas un autre avion qui est en train de venir vers, voilà, vers Dakar. Donc, il n'y a pas de vol actuellement qui est en train de venir vers Dakar. Ok. Alors, allons un peu vers à Douala. On va à Douala, au Cameroun. Ok. On va voir s'il n'y a pas de vol actuellement dans les airs. Il n'y a pas de vol actuellement, voilà. Il y a 2 vols qui sont prévus, voilà, qui vont quitter, l'un qui va quitter Yaoundé et l'autre qui va quitter Paris. Voilà, donc vous pouvez voir en fait, hein, et puis revenir à l'heure où ces vols vont venir. Alors, je vais un peu à Paris, à Charles de Gaulle. Et là, vous pouvez voir en fait, voilà, les vols qu'il y a au-dessus, comment dirais-je, hein, dans les airs. Je peux tracer en fait, hein, comment dirais-je, ces avions sans problème. Voilà. Et maintenant, nous allons un peu essayer de voir comment tracer en fait, comment suivre physiquement un vol en temps réel. Donc, je vais prendre en fait un vol au hasard, juste en fait pour clôturer la démonstration. Ok. Voici, voilà, quelques avions. Ok. Ceux-ci sont au sol.
Voici un avion en plein vol. Alors, vous pouvez cliquer sur un avion en plein vol, hein, et ça vous donne les informations de cet avion-là, d'où il vient, là où il va. Et là, vous voyez, voici un avion en plein vol que je suis en train de suivre en temps réel. Donc, je peux continuer à le suivre comme ça jusqu'à ce qu'il va arriver. Donc, c'est ce que je fais généralement lorsque peut-être ma famille est en train de voyager, des choses comme ça. Voilà, je localise leur avion, voilà. Je me mets juste à les suivre ainsi jusqu'à ce qu'ils vont arriver à bon port. Au moins, là, je suis rassuré. Je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un pour savoir s'il est bien arrivé ou quoi que ce soit. Donc, voilà un peu, voilà. Et donc, là, on suit cet avion en temps réel et vous pouvez suivre, en fait, d'autres avions comme ça, voilà, soit de votre pays, en provenance de votre pays ou encore qui émigrent, en fait, émigrent vers votre pays. Donc, voilà, donc, en ce qui concerne, en fait, ils sont même une version premium qui est également un peu plus robuste. Donc voilà. Donc ça c'est pour les personnes qui alors ça c'était juste en fait pour savoir comment est-ce que le transpondeur marche, la géolocalisation de l'avion fonctionne. C'est pour que vous viviez cela donc en temps réel. Alors cependant, voyons donc revenir en fait sur notre sujet. Alors revenons donc à notre sujet. Maintenant que nous nous avons vu donc comment intercepter la fréquence en fait 1090 afin de déterminer en fait la position exacte en fait d'un avion dans le globe en passant donc par ses coordonnées géographiques émises par son transpondeur. Question: est-ce que si l'avion n'avait pas de transpondeur, est-ce qu'on pouvait localiser cet avion-là dans le globe? Non. Pourquoi? Parce que sans transpondeur, on n'a pas de coordonnées géographiques. Sans coordonnées géographiques, on n'a pas de position géographique. Ok? Aussi simple que cela. Pourquoi nous sommes capables en fait d'intercepter les coordonnées émises par le transpondeur de l'avion? Réponse: tout simplement parce que ces coordonnées-là passent par une fréquence connue de tous et la fréquence n'est pas sécurisée, c'est-à-dire elle n'a pas de mot de passe, voilà, elle n'est pas encodée. Donc du coup, n'importe qui peut intercepter la fréquence sans aucun souci. Ok? Alors, maintenant, avec cette notion sur la géolocalisation maintenant, lorsqu'on vous demande maintenant de retrouver un ordinateur volé, ok? Vous savez ce qui a été fait dans l'avion pour que l'avion soit retrouvé, même lorsqu'il crachait, on retrouve toujours la position géographique de l'avion. Est-ce que vous savez pourquoi et comment est-ce que l'avion a été retrouvé? C'est parce que au départ a été installé un module de sécurité informatique préventive, ce qu'on appelle la sécurité préventive. Ok, donc le module GPS qu'on appelle le transpondeur a été installé au niveau de l'avion. Et c'est uniquement ce module-là qui permet de géolocaliser l'avion. Si ce module-là ne se trouve pas dans un équipement physique, une entité physique, par la sécurité préventive, au départ, cette entité physique ne peut pas être retrouvée. Par conséquent, la seule et unique solution pour retrouver un ordinateur volé est que cet ordinateur ait été préventivement sécurisé, c'est-à-dire qu'il ait été soumis à la sécurité préventive. Ça veut dire qu'au départ a été installé un module transpondeur dans le PC ou le desktop de la machine à retrouver. Alors, donc ce que moi j'ai fait toujours, lorsque j'ai payé un équipement, quel que soit l'équipement en fait, un appareil électronique, même le frigo, que ce soit la télévision, les laptops, desktop, etc., et même les tablettes, ce que je fais d'abord, c'est d'installer un transpondeur là-dessus. Ok? Sans transpondeur, pas de géolocalisation. Pourquoi? Parce que sans transpondeur, pas de données géographiques. Ok? Donc, vous prenez ce que vous devez d'abord faire au départ. Vous avez vos ordinateurs maintenant. La chose à faire d'abord, c'est d'appliquer de la sécurité préventive là-dessus. Vous prenez un module GPS comme celui que je vous présente ici en photo, un transpondeur. Vous insérez le transpondeur dans la coque à l'intérieur de votre laptop. Donc vous ouvrez, ou encore si vous ne savez pas comment ouvrir un laptop en sécurité, en toute sécurité, vous vous rendez chez un maintenancier
qui va ouvrir votre laptop et qui va tout simplement poser le petit module GPS là-dessus. Sa batterie, il y a les batteries qui font 3 mois, d'autres qui font 1 an, d'autres qui font 2 ans. Ça dépend de quel module vous avez installé. OK? Alors, ce module-là, ça prend en compte une puce électronique. OK? Vous insérez tout simplement une puce électronique là-dedans. En général, c'est comme ça. Et puis, vous mettez votre module, votre transpondeur dans votre appareil, que ce soit le laptop, le desktop, télévision, frigo, réfrigérateur, tout ce que vous voulez. OK? Donc, et avec ça, vous n'avez même pas besoin d'utiliser la colle parce que ça a un super aimant à l'intérieur. OK? Et avec la force électromagnétique de cet aimant-là, voilà, ça reste collé sur votre coque. Voilà, tout au long, voilà, tant que votre coque est fermée, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Donc, voilà donc en ce qui concerne en fait la manière dont il faut sécuriser vos ordinateurs au départ de manière préventive afin de les retracer plus tard lorsque cela sont volés. Aujourd'hui, même si on vient dévaliser ma maison, je serai monsieur Zen. Aujourd'hui, vous venez vous dévaliser toute ma maison, je vais retrouver tous mes objets, même jusqu'au fauteuil. Jusqu'au fauteuil. Vous venez vous enlever mon fauteuil, je retrouve ça chez vous. C'est-à-dire, quel que soit dans quel pays, même si vous faites envoyer ça via l'eau pour que ça va arriver dans un autre pays, voilà. Le satellite n'a pas de limite. On parle du satellite, on ne parle pas d'un réseau, voilà, comment dirais-je, quelconque. Donc, et aujourd'hui, nous avons déjà du roaming. Donc, quelle que soit la position de la puce électronique, voilà, on retrouve en fait l'appareil sans problème. Donc, pour conclure, si comment dirais-je, pour ceux qui ne savaient pas, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont sous-informées, surtout en Afrique. Vous savez, en fait, en Europe, aujourd'hui, lorsque quelqu'un achète son matériel, la première des choses qu'il fait dans la maison dans laquelle il a acheté en fait le matériel, c'est d'appliquer en fait de la sécurité préventive. On lui installe un module GPS et automatiquement la personne en fait, voilà, trace son ordinateur sans problème. Donc, il y a même en fait des boutiques de vente d'ordinateurs en fait aujourd'hui qui offrent ce service-là en aparté. Et malheureusement, je n'ai jamais vu ce service en Afrique. Et ce n'est qu'il y a comment dirais-je, un étudiant, voilà, qui est aujourd'hui en train de développer cette entreprise-là. Et je vais vous parler de cela lorsque son entreprise sera opérationnelle dans quelques temps. Voilà. Donc, il veut vous permettre, en fait, de venir sécuriser vos matériels, voilà, tout ce que vous avez comme objet précieux, voilà, en installant des traceurs là-dessus. Donc, de telle manière à ce que même si vous êtes volé ou bien cambriolé ou quoi que ce soit, on va toujours retrouver avec exactitude. Alors, ici, la position dont je vous parle n'est pas une position où on va vous donner juste un nom de quartier au hasard comme ça. Non, c'est une position exacte. Ça veut dire que le module que vous voyez ici, lorsque je l'installe sur mon ordinateur, automatiquement, j'ai la puce électronique, qui est insérée là-dessus, n'est-ce pas? Donc, si mon ordinateur est volé, par exemple, ok? Qu'est-ce que je fais? J'envoie un SMS. L'SMS que j'envoie à cette puce électronique, c'est 777. J'envoie le SMS 777 à la puce électronique. Et la puce électronique, là, va me répondre avec un message contenant le lien qui me permet donc d'aller sur Google Maps afin donc de pister mon ordinateur. Google Maps maintenant, aujourd'hui, lorsque tu l'ouvres sur ton téléphone, il te retrace le chemin vers les coordonnées longitude et latitude. Donc, la puce électronique va te donner le lien et même les deux coordonnées longitude et latitude en fait du transpondeur, c'est-à-dire de ton appareil. Et là maintenant, et si la personne bouge, la puce électronique va te prévenir en t'envoyant un SMS que l'ordinateur est en train de bouger. Et là, tu vas encore envoyer 777 pour savoir donc quelle est la position actuelle. La puce électronique va encore t'envoyer le SMS pour te répondre. Donc, tout cela, c'est muté. Donc, il n'y a aucun, aucun son, rien du tout. Donc, la personne ne sait absolument rien de ce qui se passe. Tout cela se passe dans la coque, c'est couvert, tout est couvert et tu as maintenant, accès à ton
PC sans problème. Donc, on ne trace pas un ordinateur, ou encore on ne géolocalise pas un ordinateur à partir de sa marque ou bien à partir de son numéro de série. Non, on ne géolocalise pas un ordinateur à partir, ou encore un téléphone à partir de son IMEI. Non. Donc, pour les téléphones encore, c'est même encore plus fabuleux. Donc, à chaque fois, voilà, avec le téléphone, voilà, il y a une manière, c'est-à-dire si c'est un module comme ça que vous voulez utiliser avec la puce, voilà, vous enlevez juste la coque et vous mettez la plaque électronique dans votre téléphone. Bon, il y a aussi les transpondeurs, il y a des très petits transpondeurs pour les téléphones également. Vous pouvez mettre à l'intérieur du téléphone. OK? Alors, quelqu'un m'a posé la question de savoir concernant alors c'est vrai qu'on ne parle pas de téléphone dans cette conférence parce que je voudrais faire une conférence dédiée uniquement au téléphone. Mais concernant les téléphones, quelqu'un m'a posé la question de savoir concernant la puce électronique du téléphone. On dit souvent qu'on peut géolocaliser un téléphone à partir de sa puce électronique. Bon, est-ce que c'est vrai? Alors, en fait, la géolocalisation des téléphones est différente de ceux des ordinateurs. Alors, avec les téléphones, tu as plusieurs possibilités. La puce électronique peut jouer le rôle d'un transpondeur parce que la puce électronique peut être dotée d'un module GPS, c'est-à-dire ne pas être dotée d'un transpondeur, sauf que la fréquence est cryptée et n'est pas connue de tous. Il n'y a que l'opérateur qui a ces informations-là. Voilà pourquoi, si vous avez vu dans les films, même les films de la FBI et autres, voilà, il n'y a que deux entités qui peuvent savoir en fait ces coordonnées. Soit l'opérateur, et là il faut un mandat, ou alors la NSA. OK? Mais lorsque vous voulez, en fait, si c'est quelque chose pour les particuliers, c'est-à-dire, comme vous, monsieur lambda, vous voulez retrouver votre téléphone si ça s'est perdu, en ce moment-là, vous devez imposer une sécurité préventive d'abord sur votre téléphone. Donc, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, le message que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui, OK, c'est que la géolocalisation ne se fait pas comme ce que vous avez souvent en imagination. Vous savez, en fait, en imagination, voilà, on s'est dit, oh, c'est un hacker, voilà, ce sont les hackers, ils peuvent tout faire, voilà. C'est vrai, voilà, on peut tout faire, tout est possible dans le hacking, mais il y a une science, voilà, qu'on ne peut pas outrepasser, il y a une science qu'on ne peut pas contourner, voilà. Donc, en science, la seule coordonnée qui nous permet de savoir la position exacte, voilà, d'un objet dans le globe, en fait, c'est la longitude et la latitude. Et aujourd'hui, le seul module qui est capable, en fait, de l'envoyer hors connexion Internet, c'est le transpondeur. Donc, si on n'a pas de transpondeur, on ne peut pas avoir cette position géographique. On parle de la position géographique. Donc, on ne peut pas avoir de longitude et de latitude sans transpondeur. Donc, c'est uniquement avec le transpondeur qu'on peut avoir ces informations-là. Par conséquent, si vous souhaitez donc retrouver un ordinateur qui a été volé, OK, donc, souvenez-vous que auparavant, au départ, il faudrait d'abord appliquer une sécurité préventive sur cet ordinateur-là. OK? Donc, c'est maintenant qu'il faut appliquer la sécurité préventive sur vos ordinateurs. De la manière à ce que lorsque celui-ci sera donc volé, s'il est volé, OK, au cas où il est volé, parce que je ne souhaite pas cela, au cas où l'ordinateur est volé, voilà, vous pouvez le retracer sans problème. Vous pouvez le retracer sans problème. Vous pouvez même faire comme un ami qui est qui est un peu paranoïaque, où il a mis le traceur jusqu'à ses chaussures, ses portefeuilles et tout ça. Donc, vous pouvez aussi faire cela si vous le souhaitez. Voilà. Mais on parle d'ordinateur, donc vous pouvez, voilà. Donc, c'est limite juste aux ordinateurs. Voilà. Vous pouvez également faire ça pour vos télévisions. Aujourd'hui, on a des télévisions qui coûtent assez cher, les Smart TV, etc., des choses comme ça. Voilà. Donc, j'ai pris le soin de mettre un transpondeur dans ma Smart TV. Voilà. Parce que j'ai une Smart TV de 60 pouces, 65 pouces. Donc, du coup, ça fait que, voilà, on te vole ça, tu ressens quand même. Donc, du coup, voilà, mettre un petit transpondeur là-dessus, voilà, c'est essentiel. Donc, c'est très important. Donc, voilà donc ce qu'il a fait. Vous appliquez d'abord étape numéro 1. Vous appliquez la sécurité préventive sur tous vos appareils. Voilà. Une fois que c'est effectué, voilà, si votre ordinateur est volé, vous tracez maintenant l'ordinateur à partir de son transpondeur. OK? Alors, les transpondeurs en Afrique, on ne les vend pas, OK? Donc, j'ai recherché pour voir s'il y a des boutiques qui vendent des transpondeurs en Afrique, mais hélas,
on ne les vend pas. Non, mais comme je vous l'ai dit, en fait, il y a un de nos étudiants qui est en train de monter une entreprise de sécurité préventive. Voilà, pour ceux qui veulent, je pense que d'ici février, tout sera déjà au point. Pour ceux qui veulent avoir des transpondeurs ou des installations particulières de cette manière-là, voilà, vous pourrez donc nous contacter. Donc, dans un de nos séminaires, on va présenter cela et puis vous serez donc informé de cela. Donc, c'est ça l'informatique et c'est la manière professionnelle, en fait, de faire des choses, voilà, que de passer, en fait, par des petits bricoles, des choses comme ça. Ah, est-ce qu'avec l'IMEI, on peut faire quelque chose? Est-ce qu'avec le numéro de série? Non. Voilà ce qui permet de tracer un ordinateur ou un téléphone ou quoi que ce soit lorsque celui-ci n'est pas connecté à Internet et que le hacker a pris le soin de tout supprimer, tout formater, tout réinitialiser. Comment retracer votre ordinateur? C'est juste à partir d'un module GPS que vous avez pris dont vous avez pris le soin de, au préalable, en fait, installer sur votre ordinateur discrètement de telle manière à ce que même s'il vole votre PC, il n'est pas au courant du fait qu'il y a un transpondeur à l'intérieur. Donc voilà donc, chers amis, en espérant que cette information a donc été utile et satisfaisante et que ce séminaire a été surtout bénéfique pour chacun d'entre vous. À partir de maintenant, je vous dis donc au revoir. Nous sommes donc à la fin de notre conférence. Si vous souhaitez nous contacter, sachez que actuellement nous avons donc nos locaux au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, au Tchad et au Burkina Faso. Alors, nous sommes en train d'ajouter en fait, comment dirais-je, d'autres locaux à l'heure où je vous parle. Donc, la liste exhaustive de nos différents locaux ainsi que les différents contacts par pays seront donc publiés sur notre groupe Telegram. Nous allons également joindre cette liste-là à notre prospectus afin que demain, que tout soit publié, afin que vous puissiez donc venir nous rendre visite pour vos éventuelles questions, préoccupations ou inscriptions. Voilà donc, chers amis, vous pouvez néanmoins nous contacter sur WhatsApp pour l'instant et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, donc avec à partir de ce numéro, voilà. Donc, en attendant que la liste des contacts par pays soit donc diffusée sur nos différents sites internet, prospectus, ainsi que même dans le groupe Telegram. Donc, je suis Monsieur Georges Bicot, en espérant que vous avez donc été satisfait de notre conférence initiale ou encore la première conférence de l'année. À partir de maintenant, je vous souhaite donc de passer une merveilleuse soirée. Je suis donc ouvert à vous dès maintenant pour vos différentes questions ou préoccupations. Merci. Dans le domaine de la sécurité. Et l'inventeur, il est africain. Il est africain, c'est Georges Bicot, que j'aimerais qu'on applaudisse vraiment fort. Parce que c'est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle en Afrique. Et merci à M. Bicot Georges. Parce que M. Bicot a développé lui-même son outil. Et M. Bicot a mis le doigt sur un problème qui est très sérieux. Les services liés aux nouvelles technologies. Il y a une manne financière à avoir, à gagner. Tous les opérateurs se lancent dans des services nouveaux sans penser vraiment à la sécurité. En Afrique, et il fait partie de l'un des grands, disons, ingénieurs en sécurité informatique. Il est vraiment, c'est un malade dans le domaine, c'est un fou dans le domaine. On le reconnaît même à l'extérieur. Hello, Bicot George. I'm Alex and I'm interested in your training course. Bicot George. Hey, Bicot George. My name's John and I'm from Russia. I work in a bank here and our system just got hacked. Hello, Bicot George. This is Ekaterina, one of your students from Russia. Et c'est Georges Bicot. Dieu merci qu'il appartient à l'Afrique et il aimerait vraiment... Dites-moi, pour revenir à la certification, vous dites posséder une certification
international, c'est pour dire que vous pouvez pénétrer tous les sols aussi bien africains qu'occidentaux. Ok. Bien sûr, en fait, je suis multi-certifié, j'ai une certification CEH, qui veut dire Certified Ethical Hacker, j'ai une certification CHFI, Computer Hacking and Forensic Investigator, j'ai également une certification CCNA, Cisco Certified Network Associate, une certification Pro Plus Security, ainsi qu'une certification Computer Security Plus. Tout ça veut simplement dire en français que vous pouvez travailler partout. Exactement, exactement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je suis à l'aise dans presque tous les secteurs d'activité, que ce soit les banques, que ce soit les entreprises de télécommunications, que ce soit...